Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Pour ce 40e épisode déjà, je vous propose de plonger en immersion dans la dernière aventure de Valérie, qui accueille depuis quelques mois le jeune Scar de l'école de Paris. C'est après une rencontre fortuite avec un chiot handi-chien que Valérie cherche à s'engager dans l'aventure de famille d'accueil. Très vite, elle accueille son premier élève chien guide et adopte ce quotidien de bénévole pour l'école de Paris. Mais quels sont les avantages et au contraire les inconvénients à se relancer dans l'aventure de famille d'accueil ? Est-ce tout de suite plus facile grâce à l'expérience ? De sa première élève, devenue aujourd'hui chien guide d'aveugle, à son chiot actuel, Valérie revient pour nous sur près de 10 ans d'engagement en tant que famille d'accueil avec ses hauts et aussi ses bas. Après une dernière aventure plutôt compliquée, plongeons dans son quotidien auprès de Scar grâce aux vocaux qu'elle m'a transmis dès la veille de cette nouvelle aventure. Et maintenant, place à l'épisode. Coucou Estelle, c'est Valérie. Alors écoute, je voulais juste t'informer que mardi après-midi à 14h, je vais à Buc chercher ma petite boule de poil. J'ai essayé par tous les moyens de savoir qui j'aurais, un mâle, une femelle, un prénom, quelque chose, mais c'est silence radio. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce sera un petit de la portée de Lindsay, donc un petit golden. Donc je suis ravie. Voilà pour ce soir les petites nouvelles. Je t'embrasse. Bonjour Valérie. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu sur mon podcast Futur Chien Guide, d'autant plus qu'on est sur un épisode en immersion, puisque tu m'as envoyé il y a quelques mois maintenant des petits vocaux, un petit peu de tes impressions, tes ressentis de ta dernière aventure avec les chiens guides. Mais est-ce que avant tout ça, tu peux te présenter rapidement, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie ? Très bien, écoute, je suis donc Valérie, je suis maman de 4 grands-enfants maintenant. Ma première va avoir 30 ans dans quelques jours, donc c'est une émotion. J'ai quitté mon emploi depuis longtemps, j'étais assistante dans un cabinet de chasseurs de tête à l'époque et j'ai souhaité plutôt me consacrer à ma famille et avec 4 enfants, c'était un petit peu compliqué de tout gérer. C'était un peu ma priorité. Donc voilà. Je suis donc famille d'accueil pour les chiens guides de l'école de Paris depuis septembre 2013. Une des ambassadrices de l'école depuis quelques années afin de faire des sensibilisations, de faire connaître l'univers des chiens guides auprès du grand public. Justement, on va un petit peu rembobiner l'histoire parce que 2013, ça va faire bientôt 10 ans. On n'y est pas encore, mais ça va bientôt faire 10 ans l'année prochaine, ouais. Pour revenir au tout début de ton histoire avec les chiens guides, comment toi tu as connu l'école, comment tu as connu cet univers dont maintenant tu fais aussi un peu la promotion entre guillemets ? Alors, ça a été une rencontre dans mon lotissement d'un chien qui s'était perdu. J'ai relevé son numéro sur sa médaille, j'ai appelé la personne et cette personne est arrivée avec dans ses bras un magnifique chiot golden de 2 mois, une magnifique cape bleue et jaune sur laquelle n'était pas marqué élève chien guide, qui était marqué handi-chien. D'accord. Voilà mon premier contact avec les chiens d'assistance en général. Et ça, c'était bien avant 2013 ou c'était à peu près pareil ? Exactement en rentrant de mes vacances en septembre 2013.
Donc septembre 2013, premier contact. Est-ce que tu savais ce que c'était un handi-chien ou pas du tout? J'avais réfléchi l'été à ce que j'allais faire de ma rentrée parce que mes enfants grandissaient. La dernière avait 13 ans. Bon, j'étais avec des enfants qui étaient tous sur des parcours de lycée, de bac, d'études supérieures. Et j'avais envie un petit peu de faire quelque chose pour moi. Enfin, je voulais pas revenir dans le monde professionnel, mais je souhaitais donner du temps pour quelque chose qui me tenait à cœur. Je ne connaissais pas du tout, ni les handi-chiens, ni les chiens guides d'aveugles. C'était un univers que je n'avais absolument pas appréhendé. Puis, avec cette rencontre, j'ai eu un flash. J'ai dit, c'est dingue, c'est ça que je veux faire. J'adore aider les gens, j'adore les animaux. Voilà, je postule. Et j'ai pas postulé à l'école des chiens guides de Paris. J'ai postulé à handi-chien. La logique fait que tu avais rencontré un handi-chien. Donc handi-chien, c'est les chiens d'assistance donc pour différents types de handicap, mais qui sont bien distincts des chiens guides pour le coup. Voilà. Et du coup, j'ai envoyé mon dossier de famille d'accueil au centre de Vineuil dans le Loiret. J'ai rapidement eu un retour positif et simplement, la personne responsable me disait qu'il n'y aurait pas de chiot disponible là dans les semaines, dans les mois qui venaient. Une possibilité, mais à long terme. Parce que toi, du coup, géographiquement, par rapport au Loiret, t'es pas sur Paris même, t'es plutôt à l'extérieur de Paris. Oui, je suis en région parisienne, au Ménil-le-Roi, en lisière de forêt de Saint-Germain-en-Laye. Donc le Loiret n'avait rien à voir, c'est juste parce que le centre sur lequel j'avais vu une possibilité de leur écrire était là-bas. Oui, après la différence avec les handi-chiens, c'est que c'est des délégués et pas forcément les écoles et les pôles d'éducation qui font directement l'éducation. Donc si tu avais eu un handi-chien, comme la personne que tu avais rencontrée, elle faisait des cours beaucoup plus localement avec un délégué au niveau local. Alors, l'histoire du délégué, oui, parce que mon fils était à l'époque à l'ESSEC. Et à l'ESSEC, il y a eu une délégation handi-chien. Et mon fils me disait « Ah, mais maman, c'est incroyable. Dans mon école, je vois des groupes de familles d'accueil qui se retrouvent. » Donc, je lui avais dit « Mais c'est formidable, donc je vais postuler. » Et effectivement, dans le centre de Vineuil, qui m'a dit que pour l'instant, le groupe était constitué et qu'il n'y aurait pas de possibilité avant au moins un an et demi. D'accord. Donc, je me suis dit, bon, je cherche sur Internet quelle serait la possibilité de faire ce genre de bénévolat avec une autre structure. Très vite, sur Internet, les chiens guides sont apparus. J'ai pris mon téléphone, j'ai tout de suite appelé. On m'a dit qu'il y avait une réunion famille d'accueil courant septembre. J'y suis allée. J'ai vu une famille d'accueil qui a témoigné. Ça m'a vraiment botté. J'ai tout de suite rempli mon dossier le week-end. Dès le lundi, il était posté. Et parallèlement, je faisais de la gym et dans mon cours de gym, j'en avais parlé et il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais la ville d'à côté de chez toi, il y a un couple qui fait ça depuis 20 ans. On va parler de ta motivation et puis on va voir ce que ça va donner. » Et ce couple, monsieur et madame Joanneau, qui ont fait vraiment famille d'accueil pendant 20 ans, ils ont eu 20 chiens, m'a appelé pour tester ma motivation. Ta motivation, l'origine du projet, un peu voir. Et en fait, ils ont vu que j'étais archi motivée à l'école de Paris. Ils ont eu mon dossier, ils ont eu en parallèle le témoignage de, je dirais, mon parrain et ma marraine pour l'école. Et en fait, j'ai très eu vite Iger, ma première chienne élève chien guide. Donc ça, c'était en octobre 2013. Donc ça a été très rapide. Donc t'accueilles Iger, une petite Golden. Et donc là, c'est la grande découverte. Alors le monde des chiens, je le connaissais quand j'étais adolescente. J'ai eu 2 briards que j'ai perdus de façon très dramatique et très rapide. Et c'est pour ça que je me suis jamais remis dans l'idée d'avoir un chien à moi. Je me suis dit, avoir un chien en éducation qui n'est pas le mien pourra me permettre de mettre en distance tout l'émotionnel difficile que j'avais ressenti à la perte de ces 2 chiens. On est arrivé avec cette petite Iger. C'était mon rêve d'avoir une Golden, donc pour commencer, c'était parfait. Et donc Iger, tu l'as accueillie pendant une année à peu près? Une petite année parce que elle travaillait très bien. C'était une petite chienne très calme, très obéissante. On a très vite progressé. J'ai pas eu d'obstacle énorme avec elle. Je découvrais tout avec Émilie, qui était ma monitrice à l'époque. On a eu un gros coup de cœur et c'était vraiment agréable. Alors, j'allais à Paris. J'ai pris sur moi de prendre le périph' dans les 2 sens. Voilà, ça a été le début de mon aventure.
Entre l'accueil d'Iger et aujourd'hui, il s'est passé plusieurs chiots. Tu en as eu combien? Qui étaient-ils? Alors, en 2013, Iger. En 2014, Judy, Ouais. en activité. Ensuite, j'ai eu Lorne en 2016. C'était la première portée du centre d'élevage de Buc. Avant, les chiens venaient du CZK ou alors de l'école de Paris, mais côté Vincennes, avant qu'ils déménagent. Voilà, il faut le savoir que Lorne était un frère de Iger en termes de parents. C'était incroyable. Donc, j'ai Lorne, les 3 premiers Golden. Le 4e, c'était un Lab Golden qui s'appelait Mystique. Ensuite, il y a eu la magnifique Nia, Golden Doodle. Alors là, coup de foudre intégral. C'était en 2017. 2019, Paddy, Et oui. un guide. Et ensuite, j'ai eu un tout petit moment où j'ai eu un petit Rusty pendant. Alors là, ça a été très très court parce que c'était un petit labrador noir qui était compliqué à gérer, qui m'a beaucoup donné de fil à retordre et que j'ai rendu, qui a continué son aventure dans une famille qui était sûrement plus disponible, etc. Moi, j'avais vraiment enchaîné. La fatigue s'installait avec une vie de famille très remplie. Donc, c'était beaucoup de fatigue. Donc, après Rusty, j'ai attendu en gros pratiquement une année pour avoir Scar, le chien que j'ai actuellement, qui est un petit golden. Lindsay et Lorne sont aussi des frères et sœurs de la première chienne que j'ai accueillie en 2013, Iger. J'avoue, c'est trop fort, toutes ces connexions. Je suis chanceuse. Et ça est un neveu de Lorne et d'Iger. Oui, et par exemple, je sais qu'on avait parlé, nous, dans l'épisode 14 avec Carole, de Nixon, qui, si je me trompe pas, est le frère de Nia. Parce que du coup, tu nous as dit sur les chiens que tu as eus, Iger est devenu chien guide. Toujours en activité. Judy aussi. Judy est chien guide en activité. Ensuite, Lorne a été réformé et il est dans une famille d'adoption près de la mer, donc il est heureux. Ouais, Mystique. Il a été réformé et est parti à Nevers. Il est dans une famille qui a déjà un chien réformé de l'école. D'accord. Ensuite, Nia, elle travaille auprès d'une petite fille aveugle de maintenant 4 ans. D'accord. Donc, Nia, elle a un parcours très particulier. Elle est partie à la Fondation Frédéric Galliane. Mm-hmm. Elle a été formée pour devenir chien guide pour enfants. Et finalement, elle a été intégrée dans le programme d'assistance pour les bébés, les tout jeunes enfants aveugles. Et elle a été confiée à une famille où la petite dernière est totalement aveugle. D'accord. Et donc, tout ça, donc, je le dis souvent, hein, les écoles de chien guide remettent seulement à des majeurs, sauf la Fondation Frédéric Galliane, dont on a parlé quand même pas mal avec Bérénice et son bel opium dans l'épisode 28, et aussi dernièrement avec Anaïs dans l'épisode 35, qui avait Mozart à ses côtés et qui était aussi en stage avec moi. C'est vrai que il y a aussi des parcours pas forcément tout à fait linéaires pour ces chiens-là, mais qui correspondent aussi à des projets, parce que comme tu dis, l'expérimentation de remettre un jeune, très très jeune enfant pour le coup, parce qu'on ne parle pas de 12 à 18, hein, là tu nous as dit, elle l'a accueillie, elle était très jeune cette petite. Elle avait 3 ans quand elle a eu Nia. Et c'était plus dans le but d'un chien d'assistance, tu vois, pour la développer au point de vue de la gestuelle, au point de vue de l'attitude. Chien d'éveil. Chien d'éveil, plus que chien. Elle n'est pas chien guide. Et donc, cette petite Nia, j'ai des nouvelles régulièrement. Et Paddy est devenue aussi une belle chienne guide. Oui, Paddy est à l'honneur à l'école. Il y a une magnifique photo d'elle avec sa maîtresse. Ouais. Je suis très honorée. Mais c'était une véritable perle, cette petite Paddy. Franchement posée. Nia, comme Paddy, étaient des chiens pour moi médicaments. Je disais le chien apaisant, à l'écoute, quoi. Vraiment. Et pour le coup, Rusty a un peu tout t'envoyé bouler. Très sensible et il pleurait tout le temps et j'ai pas vraiment pu dormir pendant 3 semaines. Donc ça a été assez épouvantable
Et c'était au moment de Noël, mais c'est pas la période la plus simple. Et oui, Rusty, ça a été compliqué. C'était dommage, mais j'ai vu qu'il est entré en éducation, donc je suis rassurée maintenant. Oui, oui, des fois, il faut aussi être humble de son engagement. Et... Enfin, on est quand même au service de l'école. Alors, ça veut pas dire qu'il faut dire oui, non tous les 4 matins, mais il y a quand même des situations où, voilà. Là, tu as fait une pause et ça me rappelle vraiment aussi, j'en avais parlé de cette histoire de faire une pause dans l'épisode 8 avec Audrey. Pour le coup, c'était une bergère blanc suisse qui l'avait un peu poussée à bout aussi et elle avait dit à l'école, faites quelque chose parce qu'elle faisait passer tout l'agenda de la chienne avant le sien et c'était plus du tout tenable sur le long terme. Et elle avait fait une vraie pause, comme du coup tu as fait après Rusty, vraiment pour dire je prends du temps pour moi, je ne suis pas égoïste, mais en même temps c'est un engagement bénévole qu'on a l'une et l'autre envers l'école. Ça veut pas dire qu'on prend ça à la légère, mais ça veut juste dire que des fois aussi on a des temps dans notre vie personnelle, professionnelle ou familiale qui sont un peu différents. Et pour le coup, tu t'es écouté. Ça m'a fait beaucoup de bien et bon, j'ai bien fait d'attendre parce que j'ai été récompensée avec l'arrivée de Scar qui est un magnifique golden. J'avoue qu'il fait tourner les yeux de tout le monde ou la tête de tout le monde dans la rue. Et justement, par rapport à cette arrivée, comment t'as remis le pied à l'étrier? T'as repassé un petit coup de fil ou ça a été dans l'autre sens? Alors en fait, entre Rusty et Scar, j'ai eu aussi du relais. Donc j'ai pas vraiment posé mon sac. J'ai eu Puna qui vient d'avoir une portée, je crois. Mm-hmm. Elle est arrivée à la maison. Elle était un peu faux-folle, une petite golden, très mignonne. Très sensible parce qu'elle avait vraiment un lien fort avec sa famille d'accueil. Et on a travaillé pendant des semaines, parce que je l'ai eu 6 semaines. Ça s'est terminé un petit peu rapidement parce que malheureusement, mes chats, j'ai 2 chats à la maison, ils ont contracté la teigne. Donc, ça a été vite, appel d'urgence à l'école. Je vous rends Puna, je suis désolée, mais là, si elle l'attrape, on est mal. Mm-hmm. S'il n'y avait pas eu la teigne, elle serait restée sûrement plus longtemps. Donc, en fait, j'ai pas vraiment posé mes bagages. J'ai eu cette petite Puna. Et puis ensuite, le mois de novembre, il est arrivé assez rapidement derrière. Donc, j'ai eu du temps et je trépignais un peu d'impatience. Donc, du coup, l'école m'a confié notre Scar fin du mois de novembre. Je viens d'avoir le nom du chiot que je vais avoir. Il s'agit de Scar, comme dans Le Roi Lion. C'est un petit mâle plein de vie, très joueur et curieux. Quand tu as appris le nom, parce qu'au début, on ne sait pas du tout, un mâle, femelle, la race, le nom, on ne sait rien. Non, on ne sait rien jusqu'à le mail d'une monitrice qui, quelques jours avant l'arrivée de Scar, m'a annoncé que donc Scar, golden, curieux, joueur. Tu avais la description. Voilà. Bon, enfin, je me suis dit, mamma mia, on va me redonner un excité. J'avais en fait une appréhension après l'histoire de Rusty. Je me suis dit, mais oh là 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 là, ça va recommencer. J'avais très peur en fait. C'était ça. J'étais heureuse, mais j'avais peur que ce soit à nouveau trop d'excitation, quoi. Mm. Ça a été. Oui, parce que malgré ton expérience, l'expérience peut aussi jouer des tours parce qu'on connaît un peu ce qui peut arriver. C'est un peu la différence avec la première fois et c'est ce que j'avais essayé de creuser avec Florian. On avait fait aussi un épisode en immersion, là, l'épisode 34. Mais lui, pour le coup, alors je dirais pas qu'il était naïf ou crédule parce qu'il va mal le prendre, mais il n'avait pas cette expérience que tu as eue toi avec les autres. La différence là pour toi, c'est que tu pouvais savoir ce qui pouvait arriver. Exactement, ça on sait où on met les pieds, on sait qu'à chaque chien c'est différent, mais j'avoue que je sortais de 2 expériences hyper faciles, calmes, posées, et puis finalement, Scar est arrivé, il est très dynamique, mais depuis peu, là je constate qu'il s'est apaisé, on est dans une relation, comme tu disais, de confiance, j'ai entendu avec Dorian. Cette relation de confiance, elle est établie. On travaille, mais ça marche. Il y a un retour. C'est vraiment agréable, quoi. Et donc, les premiers temps, est-ce que ça a été comme tu l'avais prévu? Pas du tout. Comment s'est passé l'accueil de Scar? Alors, Scar, donc je suis allée le chercher à Buc. La rencontre merveilleuse. Trop mignon, trop beau chien. Tu peux le porter dans tes bras. Il est choupi et tout, très mignon.
Écoute, tout est prêt. Le lit est bien tout propre. Les jouets sont achetés. Le soleil est avec nous. Voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Voilà, j'ai récupéré Scar. Ça se passe super. Il est trop mignon. Voyage en voiture impec. Il s'est endormi. Adorable, trop chou. Curieux. Il a rencontré mon chat. Il s'est fait prendre une petite tape. Et puis l'autre, elle s'est perchée. Et puis il mange très bien. Et puis là, on essaie de découvrir le coin pour faire les besoins. Le retour en voiture merveilleux, j'étais toute seule et je m'en faisais un sang d'encre parce que j'étais revenue avec Rusty, mais on était heureusement avec ma fille aînée à l'époque. Rusty fait que pleurer en voiture et c'était épouvantable. Et je me disais, mon Dieu, là je suis toute seule. Si j'ai un chiot qui commence à sauter sur le siège, qui commence à pleurer, etc., Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que je fais? Eh ben non, Scar, dès le début, couché, de dos, impec. Donc j'étais assez sereine. Coucou Estelle, écoute, première nuit impeccable, il a dormi dans son panier, nickel, c'est juste au niveau des besoins, il n'a pas très envie d'aller sur le dur gelé, donc malgré une longue sortie après le repas, il n'y a rien qui s'est passé, voilà, mais tout va bien, il est adorable. Pour le coup, en relais, et je pense que tu l'as vu avec Puna, c'est pas méchant, tu sais jamais ce que tu récupères, c'est la loterie, c'est par définition. On s'était dit, on va tout enlever de ce qu'il y a en bas, les premiers relais et tout, et au final, ils ont jamais été trop destructeurs, on a eu quelques petites bêtises, mais bon, après tu les cernes vite. Mais avec notre apnisca, il était tellement dynamique et puis il a été un peu long à s'habituer à être tout seul dans le salon, enfin des choses comme ça. Mais bon, il a progressé, il a bien progressé. Oui, et puis je crois que vous avez des cours très très tôt, tu me le disais. C'était la première fois que tu avais un cours avec l'école 2 jours après la remise. Ah oui. Voilà, on est à Buc, 48 heures après pour un premier cours parce que Elodie groupe une famille qui a reçu son chiot la semaine dernière avec la sœur de Scar et moi-même. Donc, je sais pas si ça va donner grand-chose au bout de 48 heures, mais bon, c'est comme ça. Donc, on fait avec et tout se passe bien. Ouais, salut Estelle. Le cours s'est très bien passé, beaucoup d'excitation avec les deux autres copains du même âge. Donc la marche en laisse, c'est pas trop ça encore. Il va falloir qu'on y travaille pas mal. Sinon, c'était très sympa. Le groupe est formé de deux familles que je ne connais pas, mais qui sont très chouettes. Et donc il y a la sœur de Scar qui s'appelle, oh là là, attends, j'ai un trou. Et la petite Swanee, qui est une golden croisée Labrador. Et donc, c'est Scylla, la petite sœur de Scar. Ah oui, alors là, c'était incroyable, mais c'était en vue des circonstances, puisqu'il y avait une portée qui avait juste une semaine de plus. L'éducatrice a regroupé les familles de la portée d'avant avec nous. Ça, c'est très bien fait. Et, ça a été l'occasion de connaître les autres familles sympas. Donc vous avez fait ces cours un petit peu ensemble avec 2 portées mixées. Et puis toi, de ton côté, t'as repris tes petites habitudes ou t'as fait des choses différemment qu'avec les autres élèves? Alors, mon quotidien, c'est assez régulier. Je vais pour travailler dans la ville d'à côté. On prend la voiture, on se gare, on va travailler dans les rues, les magasins. J'ai tout de suite repris effectivement rapidement toutes mes marques et puis je suis allée un petit peu plus loin en me disant bon, il a 3 mois, j'ai de l'expérience, je vais faire l'escalator tout de suite. Allez hop, toc. Et alors là, il a été incroyable, il l'a pris, pouf. Donc ça a été, en fait, j'étais en confiance pour ça. Et puis, il a quand même vite compris que l'escalator, c'était affreux et horrible pour lui. Et il l'a fait une fois. Et puis après, il voulait plus le faire. Oui. C'était peut-être trop vite. Mais oui, au final, on reprend vite son quotidien de ce que j'ai fait avec mes autres élèves. Encore une bonne journée pour Scar, plein d'apprentissage. Ce matin, détente avec sa petite copine du même âge, 3 mois, Golden aussi. Ça joue beaucoup, ça grogne un peu. Rencontre avec des grands chiens impec. Après, on a fait la découverte de la ville à côté de chez moi avec pas mal de petites simulations.
Beaucoup de reniflage, beaucoup d'attirance vers les volatiles, évidemment très attiré par les caresses, parce que chacun ne connaît pas la règle, donc il faut la rappeler. Voilà, et puis tranquillou, retour à la maison. Coucou Estelle, je suis un petit peu patraque, j'ai dû choper un bon rhume. Ça ne m'a pas empêché de travailler avec Scar. On est allé faire une grande détente avec des copains chiens et tout s'est bien passé, il n'y a plus de peur du tout. Puis on est allé dans les divers commerces de mon quartier, ça se passe plutôt bien. Il commence à apprivoiser les bruits environnants. Le caniveau, c'est vraiment pas simple. Il met beaucoup de temps à faire ses besoins, sauf le matin à la fraîche, du genre à 5 heures du matin. C'est toujours une partie travail et puis bon, c'est vrai que habitant pas loin de la forêt, pas loin de la terrasse de Saint-Germain-en-Laye, on est gâté et du coup, c'est pas comme être famille d'accueil sur Paris. Mais ça n'empêche que ça marche quand même puisque on réussit quand même. Donc Oui, après, je pense que tu as aussi l'équilibre. Quand tu dis que tu vas travailler, c'est important de le souligner. C'est pas, du coup, tu nous as dit que c'était pas ton activité professionnelle. Tu ne te rends pas à ton activité professionnelle, mais du coup, tu prends du temps pour travailler tes chiens. Tu passes pas tout ton temps à la maison non plus avec eux. C'est pas pour ça que. Ah non, mais là, tu reprends vite tes kilomètres de marche et c'est vrai que c'est formidable parce que ça te fait sortir de chez toi quand tu n'as pas d'activité professionnelle à l'extérieur et puis c'est un vecteur de rencontres humaines formidable, enfin, vraiment formidable. Hein, et ça, je pense que des deux côtés, que ce soit les maîtres de chien guide ou nous, les familles d'accueil. Écoute, on a fait un énorme tour en ville à Saint-Germain pour faire plein de stimulations, fin de marché. On a même fait un escalator en montée, yes. Magasin passant, on a rencontré une bénéficiaire handi-chien géniale. C'est notre point commun, c'est ce relationnel qu'on peut avoir et c'est vraiment merveilleux ça, vraiment. Et du coup, tu n'as pas été tentée de comparer avec les derniers ? Bah si, on a toujours dans l'esprit le dernier chien qu'on a eu, qui était exceptionnel, évidemment, on va dire à toute fin de l'année où on l'a eu, parce qu'on retient que ça, bien sûr. Les moments où tu lui murmuras les ordres, il n'a même pas besoin de les entendre, il les fait. Enfin bon, tu te retiens que ça. Et après, quand tu reprends tout, tu dis « Ah, mais zut, c'est vrai. Ah ouais, oh là là, les besoins au caniveau. Oh là là, les sorties au mois de novembre, début décembre. Tu cours au bout de ta rue, tu es en pleine nuit dehors. Bon, ça, t'oublies. Et puis quand tu es à nouveau dedans, ben c'est pas facile. Ça, c'est les côtés où on se dit à chaque fois, mais pourquoi je recommence? Bah, finalement, oui, il y a quelques mois qui sont pas faciles, hein, c'est pas toujours tout rose. Moi, j'arrive là, Scar a 8 mois et j'arrive vraiment à un moment où c'est bien, c'est équilibré. Le travail, les contraintes, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, cette histoire des besoins, je sais que pour le coup, Florian, c'était sa première expérience dans l'épisode 34 et en plus avec les vocaux, on l'a bien senti. Il découvrait à quel point ça pouvait être éreintant, frustrant et épuisant de sortir 15 fois le chien qui fasse 15 fois mais qui continue à la 16e fois de faire dans la maison. Ah ouais. Non, c'est vrai que c'est compliqué et puis ça dépend aussi de la personnalité du chien parce que c'est bien, c'est un ordre, mais il faut, par exemple, Scar, il aime pas aller dans les choses qui sont pas propres, donc là, on y travaille vraiment à fond et ça rentre bien, mais d'emblée de jeu, j'ai vu que ça poserait problème, tout petit. On a eu des moments un peu de tension quand même. Ça, c'est les côtés difficiles. Et justement, sur ces côtés difficiles, est-ce que toi, tu as vu des inconvénients ou des avantages à accueillir un nouvel élève chien guide, c'est-à-dire à avoir un petit peu déjà eu l'expérience, ou au contraire, tu recommences tout à zéro et au final, c'est pareil? C'est jamais pareil parce que, par exemple, Scar, on lui a jamais montré de monter sur un canapé, jamais. Et tous les autres, c'était exactement la même chose. Mais lui, il l'a découvert tout seul. Donc, par exemple, on a compris, en se réveillant le matin, on voyait Scar dans le canapé. OK. Ça, j'avais jamais été confrontée à ça avec mes autres. Donc, ça a été un nouveau challenge pour moi. Comment on va faire alors? Donc, c'était une nouvelle expérience. Ça, je n'avais pas eu à gérer ça auparavant, par exemple.
c'est un inconvénient qui va se transformer en avantage pour la suite. Si jamais j'ai un autre problème avec ça, je sais comment. Et les avantages que tu vois, enfin moi je le sais à peu près, j'ai mes petites idées par rapport au relais et tout. L'avantage d'avoir déjà vécu une fois au moins l'expérience, de ton côté t'en vois plusieurs, j'imagine. Oui, parce que là, les choses que tu as apprises avec l'école depuis toutes ces années, c'est un peu de l'inné dans ta tête. Et puis, en fait, quand t'as pas de chien, par exemple, moi je me balade en ville, je m'arrête devant un passage piéton et je me dis mais il manque quelque chose là. Et tu vois, en fait, je suis complètement conditionnée. Pour moi, c'est vrai que à chaque fois que j'ai un nouveau, j'utilise toute l'expérience, mais de façon complètement innée et naturelle. Bon, par contre, je sais que les ordres à l'école évoluent un peu. J'ai eu une réunion de travail avec une monitrice. Et elle me disait des choses, alors on fait plus ci, on fait ça, on fait ça, on fait pas ça. Oula, je dis, attendez, nous, ça fait 9 ans qu'on fait ça. Ça va être compliqué de changer dans nos têtes des choses qui marchaient bien jusqu'alors, quoi. Moi, je pense qu'il y a aussi le fait de savoir où tu vas. Enfin, moi, je l'ai vu les premières fois et d'avoir la finalité aussi. Alors, même si t'es pas derrière Iger, derrière Judy, quand elle guide, etc., mais tu sais à quoi ça sert ce qu'on te demande. Et en fait, c'est hyper important dans la pédagogie de savoir toi-même, parce qu'en fait, t'es famille d'accueil, t'es là pour apprendre aux chiens, mais t'en apprends pas mal aussi pour toi-même. Hein. C'est ce que tu dis. Et oui. Et toutes les commandes qu'on met en place de façon naturelle, parce que mettre la gamelle sans que le chien touche, le chien qui s'arrête aux portes, qui doit ne pas sauter sur les gens, etc. Ça y est, je l'ai acquis, mais avec chaque chien, c'est différent parce qu'un chien peut réagir autrement et il va falloir réapprendre le truc. Donc, tu vois, c'est pas... Et puis aussi, il y a la finalité de chaque ordre, ce que j'ai compris au fur et à mesure de ces années, c'est ah oui, on ne doit pas faire ça. Pourquoi ? Parce que derrière, le maître de chien guide, lui, ça a une raison. C'est pas juste nous embêter, c'est parce qu'il y a une raison. Comme quel ordre, par exemple ? Par exemple, les caniveaux, tout simplement. Si tu te dis... ah oui, on nous demande ça, mais je comprends pourquoi. Parce que à Paris, il n'y a pas de carré d'herbe. Il faut vraiment que le chien il sache faire ses besoins sur du dur, quoi. Ou l'ordre de la gamelle, par exemple. Le chien ne doit pas se jeter dessus. Oui, parce que la personne voit mal ou voit pas du tout. Donc, il faut qu'elle puisse gérer elle-même l'alimentation de son animal. Moi, je sais que il y a deux choses quand je discute avec des gens qui sont pas dans le milieu. C'est le rappel, tu vois. Quand je leur dis, il faut absolument un très bon rappel. Les gens, ils sont là, ouais, s'il revient pas tout de suite, ou ça va. Et en fait, c'est important de rappeler, du coup, parler de la finalité. C'est pour ça que je fais maintenant chaque mois aussi un épisode avec un déficient visuel qui a un chien guide, parce que c'est important de comprendre pourquoi on fait tout ça. C'est pas juste pour la gratification de faire une action bénévole, c'est pour participer à cette finalité. Et l'aveugle, quand il rappelle son chien, il va pas voir... oui, enfin c'est bon, là il est juste à 1 mètre. Non, en fait l'aveugle, il peut, ou le malvoyant, il peut mal voir ou ne pas voir du tout, comme tu le dis. Le chien qui est juste à 1 mètre, le chien il faut qu'il revienne au contact. Et pareil, je sais que les gens, quand on part en relais, en vacances avec un relais et qu'on part dans des zones où il peut y avoir de l'eau par exemple, ils sont là, alors vous êtes baignés, ça a dû être trop bien, etc. Et on explique que c'est éventuellement possible de manière très très exceptionnelle, enfin exceptionnelle au sens parfois 1 fois par an, hein, mais que c'est très important parce que il faut que le chien puisse comprendre que c'est pas automatique d'aller dans l'eau quand il y a de l'eau. Pour pas qu'il emmène son aveugle ou son maître tout simplement dans une fontaine ou ce genre de choses. Mais voilà, et moi c'est vrai que tu parles de la gamelle, c'est hyper important aussi, et moi je vois que quand on en parle, en fait les gens se rendent pas compte sur l'importance du rappel, mais au pied quoi, enfin le vrai rappel. En fait, en général, si tu fais de la pédagogie et t'expliques de façon simple au public qui te pose des questions, là, ah oui, ils ont un éclair de... Bien sûr. Mais bien sûr, tu vois. C'est comme alors le fait que le public touche ton chien sans te demander. Moi, je prends des heures et des heures à dire, s'il vous plaît, ne touchez pas le chien. Ou j'ai carrément avec, je crois que c'était, alors je sais pas comment elle s'appelle, Doroludique, là. Avec Dorothée, ouais. Ouais, Dorothée, elle avait trouvé un site où il faisait des petits badges qu'on colle sur sur la laisse. Et je l'ai acheté parce que je trouvais que c'était assez parlant. Avec un badge marqué je travaille, j'ai besoin de me concentrer. Et je trouvais que c'était vraiment bien parlant. Et je trouve qu'on devrait aussi coller quelque chose de l'ordre de la main barrée pour que
les gens comprennent qu'on ne touche pas à ces chiens-là. Les gens commencent à connaître le fait qu'ils ne doivent pas toucher le chien, mais il y en a tellement qui ne connaissent pas et tellement qui foncent. Alors moi, avec Scar, c'est dément parce que comme il est absolument adorable, tout le monde fonce sur lui et hop, dit stop, s'il vous plaît monsieur, s'il vous plaît madame, vous ne touchez pas à Scar. Et j'explique et je prends 10 minutes au moins pour expliquer pourquoi. Hier, je suis allée chez le coiffeur, par exemple. J'ai un couple, le monsieur, il a foncé sur Scar et je lui dis, monsieur, il était déçu, il était décomposé parce qu'il voulait toucher le chien. Et sa femme, gentiment, elle lui a dit, mais si, il faut pas toucher ce chien parce que il ne peut pas être détourné du travail qu'il va faire, donc c'est important. Il a accepté, mais une fois, j'ai amené Scar à un très grand spectacle de Gad Elmaleh, où il s'est d'ailleurs très bien comporté. C'était quand même la première fois qu'on l'emmenait dans un spectacle. Il y a un monsieur, avant le début du spectacle, qui m'a foncé dessus aussi, et à qui j'ai dit de façon très drastique, on ne touche pas au chien. Et il est parti avec, en faisant vraiment la tête, l'air de dire, mais vraiment, elle se prend pour qui celle-là ? J'ai pas eu envie de lui expliquer parce que le spectacle allait commencer, mais c'est vrai, voilà, c'est de la pédagogie pour nous. Mais c'est aussi bien ce que tu dis qu'on n'a pas toujours envie d'expliquer. Moi, c'est vrai que je prends beaucoup de temps. Alors, il y a le podcast, il y a le blog, mais il y a la vie au quotidien avec les relais aussi. Et je prends beaucoup de temps pour expliquer. Mais il y a des fois, j'avoue, où j'ai pas envie. Alors, je fais pas une scène de 6 pieds de long et je gueule pas, mais j'ai juste non, c'est non. Et puis ça prend du temps quand même de faire tout ça. Donc et puis il y a des gens en face, tu sens que de toute façon, quoi que tu dises, ils sont déjà en train de toucher le chien et ils vont te prendre pour une cruche et ils ont le droit de toucher le chien et le chien, lui, il a pas dit non. Enfin bref. Et du coup, dans toute ton histoire avec les chiens guides, là, est-ce qu'il y a quelque chose, justement, quand tu as rencontré cette personne il y a des années avec le handi-chien dans les bras, le petit chiot, auquel tu t'attendais pas du tout, que tu as découvert avec ton histoire avec les chiens guides? Moi, ce que j'ai appris, par exemple, le fait de traverser au passage piéton. Alors moi, dans ma tête, comme dans la tête de beaucoup, c'était formidable. Le chien, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui va prendre la décision d'y aller quand il faudra y aller. Ça, j'ai appris que non, c'était le maître, en fait, qui donne les ordres. Et ça, au début de mon aventure, pour moi, c'était pas clair. C'était... c'est des chiens super magiques et ils font tout. Donc ça a été un apprentissage pour moi. Et le fait que les chiens d'assistance et les chiens guides aillent vraiment partout. Alors ça, je m'y attendais pas. Ouais, t'avais un peu admis qu'il y aurait des choses que tu puisses plus faire ou des choses comme ça ? Non, en fait, quand je suis partie dans cette aventure, j'y suis allée bille en tête et vraiment, je me suis même pas posé des questions. Je me suis dit, on verra, on va découvrir. Et en fait, quand on m'a dit, mais si, vous allez pouvoir aller partout, emmener ce chien partout. Alors, c'était des belles découvertes parce que, oui, c'est vrai, bien sûr, un aveugle, bien sûr, ça va chez le kiné si ça en a besoin. Et puis, chez l'esthéticienne, pourquoi pas, tiens, on y va. Au cours de sport, on y va. J'ai fait plein de choses avec eux et ça, c'est des choses, j'y avais pas pensé. Enfin, vraiment, j'avais jamais croisé de couple dans mon coin. Pas un seul. Et t'avais jamais croisé de binôme maître-chien ? Jamais. Et c'est vrai que ce que tu dis, on n'y pense pas franchement. Alors, il y a les deux, pour le coup, il y a les deux approches, je pense, en tant que famille d'accueil. Il y a soit la famille d'accueil qui sait justement qu'on peut aller partout et qui est un avantage de plus dans l'action et le bénévolat qu'on peut faire parce que justement ça peut nous permettre, enfin moi notamment, pourquoi j'ai pas de chien à la maison et je prends des élèves chiens guides, c'est parce que si j'avais un chien à moi, il irait nulle part et que je trouve pas ça intéressant pour le chien que j'ai envie d'accueillir. Mais à l'inverse, du coup, le fait qu'il puisse aller de partout et m'accompagner, vu la vie hyper dynamique que j'ai, c'est très important. Et puis, en effet, oui, il y a aussi la bonne surprise, j'ai envie de dire, de oui, je vais pouvoir faire ça, ça et ça avec lui. Et c'est rigolo que tu le dises comme ça parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on découvre quand on devient famille d'accueil souvent. Mais pour toi, ça l'a été et c'est chouette. Vraiment, j'ai eu des situations où je disais aux gens que je côtoyais dans mon quotidien. Voilà ce que je fais. Est-ce que je vais pouvoir venir chez vous sans dire c'est une obligation de votre part, mais que ce soit la salle de sport, que ce soit l'esthéticienne, le kiné, même je suis allée chez un médecin qui était un peu réticent, qui m'a dit oui, mais les gens dans la salle d'attente, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Je dis mais ils n'ont pas le droit d'y penser, quoi. C'est normal, quoi. Et vous verrez, il va se comporter nickel. Et j'ai été dans toutes les situations et avec un accueil formidable à chaque fois. Et puis
de voir à quel point ces chiots qui étaient des bébés se comportaient de façon exceptionnelle. Quand moi je dis Scar, qui est énorme, hein, il est super grand, il a 8 mois et le calme qu'il a, les gens, ils sont éberlués, quoi. Il y a du boulot qui est fait dès la naissance sur ces chiens, et même avant, hein, dans tout ce qui est la sélection des reproducteurs, etc. Ça joue énormément, et le boulot que le font les filles à l'élevage, Voilà. il est indéniable. Bah bien sûr, c'est vrai qu'elles dégrossissent déjà nos futurs élèves, hein, quand même, quelque part. Et puis ils sont déjà élèves au final. Quand tu les vois, les tout petits chiots là, et que tu dis assis pour mettre la gamelle, alors qu'ils ont même pas 2 mois, 2-3 mois, quand ils commencent à être sevrés et tout, c'est impressionnant. Ouais. Mais du coup, je voulais savoir un petit peu s'il y a justement ces moments un peu exceptionnels où il y a un moment où tu as été bluffé par un de tes élèves chiens guides. Au final, t'en as eu quand même une petite dizaine, Car y compris. Est-ce qu'il y a eu des gros moments où tu t'attendais pas du tout à ça, quoi? Et alors, j'ai un moment exceptionnel que j'ai vécu. C'était avec un de mes élèves, c'était Judy, mais qui était déjà rentrée en éducation. Ouais. Son éducatrice m'a fait le grand honneur de me mettre Judy au harnais. Et j'ai pu évoluer au bandeau avec Judy au harnais à Buc sur le parcours d'apprentissage. Alors ça te laisse complètement mais couate. Vraiment, c'est juste impressionnant. Donc ça a été pour moi vraiment un truc incroyable. Après, c'était plus une situation qui m'a fait sourire. Pas la situation du chien, mais j'explique. J'étais en train de prendre le RER. Donc, j'étais en haut de l'escalier et je dis à je ne sais plus quel de mes chiens, je pense que ça devait être peut-être Lorne, assis la descente. Et puis, il y a une jeune femme qui vient à ma hauteur et qui me dit attention, madame, vous avez un escalier devant vous. Ça m'a fait beaucoup sourire parce que je me suis dit il y a des gens qui ont une attention quand même exceptionnelle à l'autre. Elle n'a pas eu le temps de lire que c'était un élève, mais pour elle, il y avait ce chien, il était exceptionnel. Parce qu'il était en haut d'un escalier assis et qu'il me regardait et qu'on allait faire la descente ensemble. Un moment chouette, ouais. Ouais, mais ça me rappelle, moi, je crois que je l'ai déjà raconté, mais il y a peut-être longtemps. Ça m'est arrivé un peu la même chose, on est allé au cinéma avec un élève chien guide. Ouais. Pas de problème du tout pour... alors, premier vigile peut-être à problématique, mais au niveau de contrôle des tickets, rien à dire. Et là, en plus, le gars nous dit « Par contre, madame, je suis désolée, le film n'est pas audio décrit. » Tu vois, pareil. Et tu vois, c'est pareil. C'est de te dire que les gens sont tellement... Enfin, c'est vraiment de l'attention. C'est-à-dire que ils ont capté qu'il y avait un chien. Ils ont compris que c'est un chien guide. Élève ou pas, du coup. Pour le coup, c'est la différence entre nous, on la connaît, mais dans la vie des personnes qui n'en croisent pas souvent, c'est normal. C'est pas un problème pour moi. Et ils ont même pensé que l'activité que tu allais faire, que ce soit de descendre un escalier ou d'aller voir un film, pouvait éventuellement être un peu dangereuse ou pas complète pour toi, on va dire ça comme ça, si tu n'avais pas la vue. Et là, moi, j'ai regardé le mec. Je crois, en plus, il me l'a dit, j'étais déjà sur l'escalator pour descendre. Donc, j'ai même pas... Je crois que je lui ai rien dit, à part un grand sourire, en fait. Oui. Et ce qui était génial, c'est que j'avais même pas de lunettes de soleil ou de quoi que ce soit, et que la personne puisse envisager, ce qui est tout à fait le cas, que des personnes avec une apparence, comme si on avait une vision qu'ils l'ont pas. Ouais, c'était fou, tu vois, la personne s'est vraiment projetée très loin, et ça m'a beaucoup touchée. Alors, j'en suis restée sans voix. Je crois qu'à part un grand sourire, j'ai dû lui dire juste merci, j'en ai pas besoin, ou quelque chose comme ça, je me souviens plus. C'est pareil, moi aussi, j'ai remercié gentiment la personne parce que j'avais trouvé ça trop touchant, cette attention. Et j'étais un peu bluffée aussi parce que je me suis dit, ben voilà, il y en a qui font attention aux autres, quoi. C'est chouette. Qui se projette loin dans l'attention que tu peux avoir de l'un à l'autre, qui est pas juste je te prends le bras et je te descends les escaliers, quoi. Ouais, exactement. Et dans ces genres de rencontres, justement, que tu as pu faire, est-ce que tu as des rencontres un peu exceptionnelles? On en a pas beaucoup parlé, mais tu fais pas mal de sensibilisation. Peut-être que dans ce cadre-là, tu t'es retrouvée dans des situations avec des gens en face. Ouais, la première rencontre exceptionnelle, c'était en 2014. Judy était toute petite, j'avais encore rigueur à la maison et je venais de récupérer Judy. Je suis allée au forum des associations de la ville d'à côté de chez moi. Et j'étais sur le stand Lions Club et il y avait tout un stand avec plein d'affiches, un petit bout de bonne femme, haut comme 3 pommes, mince comme un fil, qui m'a accueilli les bras ouverts en me disant « Vous êtes famille d'accueil ? Oui. Vous habitez loin ? Ben non, à 10 minutes d'ici. » Et en fait, cette dame,
c'est Marie-Noëlle Ladure, qui est la présidente de l'association Au fil des contes, un fil de vie, qui est affiliée, reconnue par notre école et qui a pendant 17 ans compté, puisqu'elle est conteuse de métier, pour le compte de l'association. On est allé avec elle depuis 2014, on a fait ça pendant 8 ans. On allait d'école, en crèche, en maison de retraite, en bibliothèque. On a fait 1001 sensibilisations. Donc ça, c'était une très jolie rencontre parce que je ne serais pas allée à ce forum de Marly, on ne se serait pas connus et j'aurais pas eu toute cette histoire avec cette dame merveilleuse qui a terminé son association mais qui a envie encore de faire des petites choses. Elle a un âge avancé maintenant, mais elle a une énergie folle, vraiment exceptionnelle. J'ai rencontré aussi, ça c'était avec Lorne quand il était tout petit sur le marché. J'étais au marché de la ville d'à côté de chez moi. Et puis je marche et puis tout d'un coup j'ai un couple qui me fonce dessus. Et la dame me dit « Oh, c'est une merveille que vous soyez là, c'est exceptionnel. Mon mari est en train de perdre la vue. » Et ce mari, c'était Dominique Dumont. Le fameux. Alors, le fameux Dominique. Ça a été vraiment une rencontre merveilleuse et ils étaient en pleurs. C'était vraiment touchant. Et donc, Dominique Dumont, petit rappel, c'est le maître du coup de Monty, qui est le 1000e élève chien guide, qui est aussi le premier élève chien guide d'Océane que j'avais reçu. Oula, il y a un moment maintenant, c'était dans l'épisode 7. Et d'ailleurs, Dominique a écrit un livre qui trône dans ma bibliothèque, que je dois lire, justement sur cette remise de son chien guide Monty. Voilà. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'à Noël, j'étais dans la ville où il habite pour aller chercher des bonnes pâtisseries, parce qu'il y a une pâtisserie de fou là-bas. À un moment, je marche et j'ai une voiture qui se ralentit à mon niveau et la dame baisse son carreau et me dit c'est un cadeau de Noël que vous avez au bout de votre laisse. Et moi, je me dis oh là là, mais qu'est-ce que c'est cette personne relou. Et en fait, la voiture s'arrête et là, il y a Evelyne, donc l'épouse de Dominique, qui me dit c'est super, je vous retrouve enfin, je suis tellement contente, je voulais vous montrer enfin le résultat de notre conversation. Et je vois Dominique qui sort comme un dingue de sa voiture, Monty qui traverse la rue pour venir me voir. Et alors, ils me disent, mais c'est merveilleux, enfin on se retrouve. Oh, puis j'ai quelque chose pour vous, j'ai un cadeau pour vous. Ah ouais, bon, super. Eh bien, je vous l'apporte tout à l'heure dans votre boîte aux lettres. Et là, dans l'après-midi, j'avais le livre Monty dans ma boîte aux lettres, dédicacé, et avec, il me disait, il m'avait mise à la page 18, notre histoire, notre rencontre. Parce que selon lui, Lorne, le chien qui est allé lui parler, c'était mon élève. Il lui a dit qu'il fallait pas qu'il ait peur. Ça, c'était une très jolie rencontre. Et puis, je suis allée sur le plateau de la quotidienne de France 5. Donc, j'ai vu le beau Thomas Hill, j'ai vu Maya Loquet, comment elle s'appelle, Laetitia Barbelin, la vétérinaire. Ouais, la veto. Alors là, c'était avec Judy et on a rigolé parce qu'on était avec Joël Valenbois et à l'époque, il avait un berger allemand et ça a été commencé à faire la foire sur le plateau. Et du coup, Thomas Hill qui a ramené Judy, qui a dit non, mais là, Judy, elle va repartir dans le couloir parce que là, ça va faire un bazar pas possible. Enfin, ça, c'était un super moment aussi. Donc, un petit passage sur la quotidienne. Et puis, dernière très jolie rencontre aussi, au moment du congrès des écoles de chiens guides à Angers, j'ai rencontré la Fondation Frédéric Galliane et j'avais hâte de savoir qui était l'éducatrice de Nia. J'ai trouvé l'éducatrice de Nia et ensuite, il y a une dame, Margaret, qui est devenue une très bonne amie, qui est devenue la je sais pas combienième famille d'accueil de Nia parce que cette chienne est passée par beaucoup de familles d'accueil. Et elle l'a gardée 1 an et pendant toute l'année où elle l'a gardée, je suis descendue, j'ai fait des allers-retours sur Sorgues pour aller voir Nia auprès de Margaret. C'était vraiment formidable. Donc vraiment des belles rencontres. Hein. J'en ai plein sinon, mais voilà. Et je pense que c'est pas fini. Écoute, je pose toujours une question de fin. Oui. Où je demande, et j'ai hâte d'avoir un peu tes confidences aussi, quel a été ton pire et ton meilleur moment? Alors, on va commencer par le pire, comme ça on garde le meilleur pour la fin, avec les chiens guides. Alors moi, j'ai eu un pire moment, ça a été un refus d'accessibilité dans mon Super U d'où j'habite. Ça a été assez violent, ça a été moche. J'avais Lorne tout petit, j'arrivais en terre conquise parce que ça faisait des années que je faisais ça. Et là, je suis tombée sur un vigile, mais vraiment lourd, hein, bien lourd. Donc, il m'a gentiment fait faire demi-tour et sortir.
Mais on n'en est pas resté à là. J'ai écrit à la direction qui a pris conseil auprès de son comité d'hygiène et de sécurité. Et j'ai reçu un courrier après pour me dire que c'était OK, je pouvais rentrer. Et encore un refus d'accessibilité à un carrefour pas si loin que ça et il y a pas longtemps encore un vigile qui connaissait pas la loi. J'ai eu la direction de ce carrefour qui s'excusait platement également. Donc ça a été ces pires moments pour moi. C'était pas des choses dingues, mais c'était désagréable, quoi. Ouais, et puis c'est les moments où tu sais pertinemment que toi tu es en plein droit et que ils font leur loi, mais ils ignorent la loi. Ouais. Et c'est compliqué de leur dire ça. Ouais. Et puis sinon, comme classiquement beaucoup de familles d'accueil, tu arrives par exemple, moi j'étais à Châtelet-Les-Halles sur le Grand Parvis et là, t'as le chien qui se soulage. Mais tu peux rien faire, quoi. C'est terrible. Et t'as tout le monde qui te regarde. Alors là, ça c'est des grands moments, mais heureusement c'était pas mon premier chien parce que je me serais liquéfiée. Mais non, franchement. Un des avantages, je note encore un avantage à se relancer dans l'aventure, c'est alors je sais pas si on assume plus, mais on a peut-être prévu aussi des choses au cas où, des petits mouchoirs, des petites choses comme ça. Moi, d'année en année, c'est vrai que je me dis toujours, oh là là, il faut que je prévoie tout. Et puis, non, je le fais naturellement. Enfin, je suis assez naturelle et je me dis, on verra bien. Et puis, l'autre fois, on a eu un accident comme ça. J'avais pas de mouchoir spécialement. Je suis allée dans la galerie, j'ai dit, écoutez, pourriez-vous nous passer quelque chose? Bon, les gens, en fait, tu fais les choses avec le sourire, ça passe. Hein. En général, c'est ça le grand passeport dans la vie. Ça a été les principales difficultés. Ah si, il y avait eu un moment de stress quand j'étais sur mon lieu de vacances. J'avais ma fille qui était dans notre maison, qui avait fermé la porte n'était pas bien fermée. Le chien, quand je suis rentrée à la maison, la porte était entrouverte et plus de chien. Oh là, là, ça va être le coup de stress. Mais en fait, comme je connaissais tout le monde dans le quartier, il y avait une dame dont je m'occupais qui était en fauteuil roulant avec son chien, qui n'était pas d'assistance, mais un chien de compagnie, avec qui on avait beaucoup de proximité, qui avait récupéré le chien chez elle. Mais ça, c'est vrai que c'était un peu... Ouais, tu rentres et tu vois la porte ouverte et tu vois plus le chien. Et tu as confié le chien à ton enfant. Enfin, bon. Oui. Voilà, bon. Donc là, ça a été ça. J'ai pas eu de catastrophe. Et dans les meilleurs moments, du coup, alors, tu nous as parlé de ce passage sous bandeau. Je crois que c'est vraiment le truc le plus exceptionnel que j'ai fait. Franchement, le passage au bandeau avec Judy, c'était l'aboutissement parce que pour moi, c'est la grande frustration, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on donne, c'est de ne pas pouvoir être là au moment de la remise. Bon, c'est pas une souffrance, c'est pas vraiment ça le terme. C'est une frustration. C'est une grosse frustration. Vraiment, je trouve que c'est, pour moi, c'est un partage, quoi. On est juste à un moment de partage et j'aurais aimé connaître ça. Voilà. Mais ton parcours avec les chiens guides n'est pas fini. Les choses peuvent toujours évoluer. Oui. On espère, parce qu'il y a beaucoup de familles d'accueil qui sont dans cette demande. C'est vrai que ce serait la boucle se bouclerait. On aurait satisfaction d'avoir engagé toute cette énergie, tout ce temps, toute cette passion, et enfin de voir le travail, quoi. L'aboutissement, voilà. Oui, comme quand tu les revois par la suite, mais le moment est un peu différent, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas eu beaucoup de chance de revoir les uns et les autres. Celle que j'ai bien revue, c'était Judy, mais enfin une fois. Et je suis toujours invitée chez la bénéficiaire qui est absolument adorable et qui demande que ça, mais elle n'est pas tout à fait à côté, donc c'est compliqué. Je pense que ma dernière chienne Paddy, que je vais récupérer en relais au mois de juin un petit peu, on aura l'occasion peut-être. La première, ça a toujours été des rendez-vous loupés, manqués, les transports, la grève des transports, les gilets jaunes, le Covid et tout, et on n'a jamais pu. Et bon, et voilà. Et elle va bientôt être à la retraite, donc. Oui, il reste encore un peu de temps, mais c'est vrai que on s'investit énormément sur cette phase de prééducation et l'aboutissement, le premier aboutissement, je crois que c'est quand même l'entrée en éducation. Ah c'est certain. On est ravis, puis parfois. C'est vrai que quand le chien est réorienté, je le vis pas mal parce que c'est normal. S'il peut faire autre chose, c'est très bien. Parfois réformé, alors que tu penses que ton chien, il avait beaucoup de capacité à faire quelque chose.
Bon, t'as pas toutes les données, hein, ça je respecte, c'est normal et c'est eux les professionnels. Bah, tu te dis, c'est dommage. Mais finalement, après, tu as des familles qui sont super contentes parce qu'elles récupèrent un chien qui est pas mal du tout. Ça aussi, c'est chouette. Voilà. Et du coup, Scar, tu nous as dit à 8 mois. Oui, il a 8 mois, il est du 18 août. Donc, Scar, il est pressenti comme futur papa. D'accord. Alors, on doit attendre, je crois que pour les mâles, ils attendent jusqu'à leur 1 an pour faire des contrôles, des radios, des examens à la fois de santé et puis comportementaux. Donc, pour l'instant, Scar, on évolue, on continue. Il y a les stages, il y a les cours. Et là, ça se passe très bien. Il est vraiment chouette là. En ce moment, c'est un petit bonheur. Et du coup, dans l'optique qu'ils deviennent reproducteurs, est-ce que toi, tu passes famille d'élevage ou tu passes la main à quelqu'un d'autre? J'ai eu une proposition de devenir famille d'élevage la semaine dernière pour une petite chienne qui habite à côté de chez moi d'ailleurs. Mais j'avais mesuré tout l'engagement que ça impliquait et j'avais bien réfléchi, mais non, je passais la main. Ouais, parce que c'est quand même vraiment, vraiment différent. On en avait beaucoup parlé avec Corinne et pour le coup, c'est vrai que elle est devenue famille d'élevage, mais c'est pas la même chose et on en avait un peu parlé aussi avec justement Carole dans l'épisode 14 qui, elle, a passé la main, pour le coup, passé le relais. Moira et Pisti aussi, de fait. Ouais, c'est vrai. Parce que justement, c'est un engagement un peu différent, enfin en termes de quotidien, mais aussi en termes de durée d'engagement, j'ai envie de dire. Voilà, et puis moi je pense que j'ai toujours ce que je disais, c'est toujours cette ombre qui plane au-dessus par rapport à une potentiel départ en catastrophe de ton chien. Enfin, c'est mon vécu personnel et en fait, voilà, je peux pas, j'y arrive pas. Donc non, si Scar devenait papa, il faudrait une super famille d'élevage. Je souhaite avoir le plus beau gosse de la Terre. Et ils vont écouter l'épisode 7 avec Corinne et puis derrière, ils vont voir l'école directement et ils vont gérer ça. Voilà, mais pour l'instant, il est en éducation, en prééducation et on continue. Bon, écoute, merci beaucoup pour tout ce témoignage. On aura entendu tous les petits vocaux entre-temps, en plus. Et c'est vraiment intéressant de voir la différence. Et ce que je voulais vraiment marquer avec toi, c'est ça fait très longtemps du coup qu'on échange sur les réseaux sociaux, qu'on se suit, qu'on voit les différents élèves de mon côté en relais, de ton côté en famille d'accueil et en relais. Et c'est vrai qu'on n'a pas... c'est aussi bien de montrer que c'est pas parce qu'on a déjà été plein de fois famille d'accueil que c'est si facile que ça, dans le sens où on a acquis des choses, mais on a toujours un individu en face qui peut être différent. Et puis, comme tu le disais, il y a aussi la partie évolution de l'éducation, dans le sens où l'école évolue aussi avec son temps, et heureusement, dans un sens que tout ne reste pas figé, et donc il faut aussi se remettre au diapason, comme tu le fais avec Scar. Des petites différences et... Il faut que je corrige certaines choses que j'avais l'habitude de faire et qui ne sont plus au goût du jour, là. Voilà. Bon, écoute, on te souhaite très très bonne continuation. En tout cas, c'est très chouette qu'on ait pu échanger ensemble. Une caresse à Scar, quand même, le plus beau gosse de la Terre, j'ai bien retenu. C'est clair. Merci beaucoup, Estelle, de ton accueil, de ton implication pour faire connaître cet univers magique. C'est merveilleux. Le monde merveilleux des chiens guides, ce sera le mot de la fin. Bonne continuation à toi aussi. Merci et à très bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Valérie de s'être prêtée au jeu des vocaux pour nous confier cette nouvelle plongée dans l'aventure de famille d'accueil. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futureschienguides.fr des photos de Valérie et Scar, mais aussi de tous les élèves accueillis depuis le début de son engagement. Et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. Pour m'envoyer vos retours, écrivez-moi sur Instagram ou sur Facebook. J'adore échanger sur vos ressentis suite aux écoutes. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles. Ou sans chien guide d'ailleurs. Enfin bref, je vous laisse la surprise.